Alors, là, quand Sehida m'a proposé le thème, on a choisi ensemble le titre et je me suis fait avoir avec ce titre. Il s'agit des chats GPT, il me parle de la puriculture, je vais utiliser l'IA pour trouver des choses. Attendez des définitions. Mais il n'a pas assouvi. Je vais m'observer, moi, dans mon cabinet, qu'est-ce que je fais. Et c'est ce que je fais dans mon cabinet. Chaque jour, je notais, pas comme chaque année, j'avais un temps court où je devais écrire tout ce que je faisais avec les patients et que je voudrais transmettre à travers cette conférence qui, j'espère, va répondre à vos besoins. Alors, les définitions, ce n'est pas moi, c'est ChatGPT. C'est quoi la périculture? C'est l'ensemble des pratiques et des soins destinés à promouvoir la santé, le bien-être, j'insiste sur le bien-être, et le développement, et j'insiste sur le développement des enfants, notamment nouveau-nés et nourrissons. Alors, les pédiatres et les résidents en pédiatrie, le DSM d'Yelhoum, ils ont la périculture, mais c'est des chapitres qui sont très précis. Et là, la périculture est beaucoup plus large. Elle englobe les soins physiques, émotionnels et psychologiques. Qu'est-ce qu'on le fait? Et pourquoi? Pour assurer une croissance et un développement optimal de l'enfant. Est-ce que le poids à la taille des l'oradien, c'est le développement optimal de l'enfant. Les objectifs de la périculture, c'est fournir, et ça, ce mot est important, un environnement sain et sécuritaire pour que les enfants puissent grandir et se développer de manière optimale. Optimale sur l'environnement. Qu'est-ce qu'elle inclut? Ce que vous savez faire, c'est les soins de base. Vous savez conseiller sur l'alimentation, vous savez conseiller sur l'hygiène. Je suis sur le sommeil. Le sommeil est un peu difficile, sauf ceux qui se sont formés. On sait bien faire la surveillance de la croissance et le développement psychomoteur, on sait le faire. On sait travailler sur la prévention des maladies, des accidents, la vaccination, les accidents domestiques. Demain, on aura une bonne table ronde. Mais le soutien émotionnel et psychologique, c'est il a déjà un prérequis, quelque chose qui le prépare à faire cette partie. Je vais faire un cas clinique. C'est quoi? Un enfant que j'ai vu justement avec la surveillance quand je me surveillais, c'était un nourrisson de 40 jours qui est fratrie de 2, c'est une fille qui avait un poids de naissance de 3,6 kg. Elle était exclusivement au sein et elle vient pour des pleurs incessants et des vomissements. Examen clinique, un petit météorisme. Le poids à 5,9 kg, la taille 52, périmètre crânien 38,5, température normale. L'examen est strictement normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention? Les jeunes, il y a quelque chose à attirer votre attention sur cette plaque? Oui, il y a quelque chose qui doit attirer l'attention. Alors, cet enfant a 5,9 kg. Il a 40 jours. Il avait 3,6 kg. Donc, il a pris 2 kg et des choses en 40 jours. C'est excessif. C'est pour ça que je vais parler de l'importance de la surveillance de la croissance. Cet enfant, et chaque fois qu'il pleurait, la maman, le sein. Elle a un allaitement exclusif à la demande. Et qui a le sein. L'enfant, bien sûr, va faire des flatulences, va faire des dyspepsies, va vomir par le trop-plein, etc. Et donc, c'est tout un ensemble de choses. C'est le poids. Ce poids doit attirer l'attention. Alors, donc, la surveillance de la croissance fait partie de la périculture. Alors, quel est le rôle du pédiatre dans la périculture pour accompagner les parents? C'est d'abord d'être régulier dans la prise de poids et de taille, vous savez le faire, exiger le carnet de santé et noter les mesures et tout le reste sur le carnet de santé et insister sur ce carnet de santé. Alors, les repères classiques de poids, c'est ça ce qui vous permet de corriger dans la consultation en périculture sur les troubles et les anomalies diététiques, sur l'accompagnement et la relation mère-enfant. Le poids est important. Quelques repères. On sait qu'au 10e jour, on perd le 10% du poids parce qu'il était en inflation hydrosodée et va la perdre.
1 à 3 mois, il prend presque 250 grammes par semaine. Ensuite, il va prendre uniquement 250 grammes par mois. Il va doubler le poids de naissance à 6 mois, tripler à 1 an. Les repères, ils sont simples. On n'a pas besoin toujours de se référer sur une courbe de poids et de taille. Mais il faut se référer, mais ça, on le garde. Et moi, on a fait de la développement de la croissance de l'enfant. Le bébé, de 0 à 3 mois, il grossit vite. C'est logique parce qu'on doit le prendre, il est tout petit. On doit le prendre. Dès qu'il commence à bien grossir, il grossit moins, il grandit plus. Donc, la maman, donc cette vitesse de prise de poids, elle est adaptée aux possibilités de la mère qui vivait il y a 14 siècles et qui vivra dans, je ne sais pas, la fin du monde. Elle est adaptée à son squelette. Des consultations obligatoires, ça, vous devez expliquer ça aux parents. Il ne faut pas leur dire que le médecin, et moi je ne sais pas comment font mes amis en santé publique, je sais que le vaccin se fait par l'infirmière, que le bébé ne sont pas vus par les médecins, que dans les centres de santé, il n'y a pas de pédiatre, et que les pédiatres existent seulement dans les hôpitaux. Et les hôpitaux, ils font le poids et la taille à l'admission, mais rapport à la maladie. Si cette maladie a une relation avec la croissance, il revient sur le carnet de santé. Mais généralement, le carnet de santé est rarement consulté en hôpital public. Donc, là, il faut que, aujourd'hui, je dis les plaidoyers, il faut insister. Il faut une recommandation au ministère de la Santé pour que l'enfant, lors des vaccinations, soit vu par le médecin ou le généraliste, former les généralistes à faire des consultations pédiatriques. Deuxième volet de la périculture, c'est la vaccination. Comment on peut accompagner les parents pendant la vaccination ? Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je me sens de plus en plus mal à l'aise pour les vaccins. Je vois de plus en plus de parents qui ont fait que le BCG, j'ai bien à 9 mois, 0 vaccin. Je vois de plus en plus de parents qui font 1, 2 vaccins, ils ne reviennent plus pour le reste. Je vois de plus en plus de parents qui ont 3 vaccins. Pardon. D'accord. Je dérange. Trop vrai. Oui, je dérange. Quand on le micro, c'est donc, mais je ne sais pas être derrière un pupitre. Bon. Donc, je peux avoir le micro-baladeur. Ah non, je ne peux pas parce que il doit passer. Il doit passer par. Je peux prendre le micro-baladeur. Nardou. Donc, cette vaccination, il y a 2 choses essentielles pour le vaccin. D'abord, il ne faut pas accepter que des parents ne vaccinent pas leurs enfants. Et là, c'est votre rôle. Je leur dis tout le temps, vous avez été vaccinés, moi j'ai été vacciné, moi j'ai tel âge, vous avez tel âge. Pourquoi vous ne voulez pas vacciner vos enfants? Est-ce que vous avez déjà assisté à un tétanos néonatal, un tétanos chez un adulte, un enfant? Est-ce que vous avez déjà assisté à des maladies graves telles que la polio? La polio une épidémie la rougeole des enfants. Et si vous êtes capable de faire ça, alors ramenez-moi un papier comme quoi vous refusez, légalisez, ou j'accepte le suivi d'IEL chez moi. Quand vous passez du conseil à l'exigence, il est dans une situation quand même sérieuse. Expliquez toujours, quand vous faites un vaccin à un enfant, le risque qu'il va avoir des effets secondaires. On sait que quand on fait le Priorix, il a une fièvre après une semaine, il faut les mettre en garde. On sait que quand on fait un vaccin, un Penta, il peut avoir un petit nodule vaccinal, il peut avoir une fièvre. Expliquez ça. Mais surtout, dites-leur de ne jamais administrer de paracétamol lors de la séance de vaccination, ni uniquement, on le donne uniquement quand la fièvre monte. Il y a eu des études qui ont été faites, qui ont comparé 2 groupes d'enfants qui ont eu le même vaccin. On a dosé les anticorps 1 mois après, 3 mois et 1 an. Ceux qui ont reçu le paracétamol systématiquement ont eu des taux d'anticorps nettement plus bas que les autres qui ne l'ont pas reçu après le premier mois, après 3 mois. Leur taux s'égalise à 1 an. Ça veut dire que quand on donne le paracétamol, quelque part il dérange, il gêne la réponse immunitaire au vaccin. C'est une vieille étude, Heidi.
Alors, insistez quand les parents, quand ils viennent chez vous, il ne faut pas oublier de leur parler des rappels vaccinaux. Il y a des rappels, ils sont mis dedans. Mais c'est dès que le vaccin de la rougeole, il y a son rappel. Le vaccin de l'hépatite B, il y a son rappel. Le vaccin de 18 mois, de 5 ans, etc. Et leur parler aussi des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. La vaccination contre l'hépatite A, contre la varicelle, discuter avec eux. Il faut être vous-même convaincu et puis convaincant. Et les écouter et les accompagner. Troisième volet de la puériculture, c'est la nutrition. Et non, je pense qu'il faut avoir des bases de formation importantes en puériculture. Vos conseils sont essentiels pour la poursuite et la réussite de l'allaitement maternel chez la maman. Vos conseils sont importants pour les règles pour la diversification alimentaire. Je vais venir en parler plus en détail. Il faut savoir quand l'enfant va commencer à mâcher, après avoir appris uniquement à sucer et à avaler, pour pouvoir le préparer à la diversification. Alors, dans la nutrition, l'allaitement au sein. Vous savez, la polémique d'Abad, il y a les laits qui sont contaminés. On reçoit de plus en plus de messages des parents. Le lait rasmet, je l'arrête, je prends quel lait. Donc, c'est le moment d'insister pour les parents pour l'intérêt de l'allaitement maternel. Alors, une maman, quand elle vient chez vous, quand elle parle, quand vous lui posez la question comment vous l'allaitez, vous le au sein, exclusif ou à la demande, elle comprend qu'à la demande, ça t'attend le sein. Et je pense qu'il est important d'expliquer que quand un enfant pleure, il pleure pour plusieurs raisons. La première, c'est quand il a faim. La deuxième, quand il est angoissé, anxieux. Et la troisième, quand il a mal. Et un enfant, quand il pleure, il a besoin d'une présence. Donc, il faut savoir répondre par une présence, mais non systématiquement par la mise au sein. Donc, expliquez juste ça, et voyez, comme le cas que je vous ai présenté tout à l'heure, où la prise de poids est énorme. Cet enfant qui a pris énormément de poids, et cette prise de poids permet de corriger les erreurs diététiques. Il faut conseiller aux mamans des petits conseils de puériculture qu'on oublie. Quand vous voyez un enfant qui est mugué, systématiquement, la maman, elle a une inflammation du mamelon. C'est à cause de la salive et du lait qu'elle ne lave pas et qu'elle ne sèche pas. Comme elle allait assez fréquemment, quand elle finit, elle ferme son soutien-gorge. Au Katsina, la prochaine tétée, entre-temps, elle fait sa macération, elle fait sa mycose au niveau du sein. Le bébé fait son muguet, il transmet à sa mère et donc on a une balle de ping-pong. On joue comme ça. Et là, c'est une opportunité pour les parents, pour le pédiatre, à faire des conseils pour couper ce cercle vicieux, je cherchais le mot, et avoir des bébés avec une langue propre, qui n'ont pas mal quand ils tètent et qui n'ont pas mal et qui ne font pas de mycose, parce que parfois ça se transmet par une mycose au niveau anal et une dermite de siège sévère. Informer aussi les parents, la maman, sur les techniques de tirage du lait maternel et sa conservation. Et je fais quelques rappels de la conservation du lait maternel. Alors, il faut toujours leur dire quand vous tirez le lait, ça c'est des conseils qui devraient être donnés à la sortie de maternité. Ce n'est pas fait, c'est à vous de le faire en tant que pédiatre. Quand vous recevez les nouveau-nés, les pédiatres qui reçoivent les nouveau-nés à la première semaine doivent faire ce conseil. Donc, leur dire de ne jamais mélanger du lait fraîchement tiré avec du lait déjà refroidi. On tire le lait, on le laisse refroidir au réfrigérateur, puis on le mélange avec le lait déjà refroidi. On ne mélange pas de lait qui ne sont pas de même température. Et il faut leur expliquer pour qu'il n'y ait pas le stress d'y être. Comment je vais faire? Il faut leur apprendre à tirer le lait et leur dire qu'à température ambiante, sur la table, sauf Marrakech, il a 15 plus de 25 degrés, il se conserve 4 à 6 heures sur la table. Elle tire le lait, elle peut le laisser 4 à 6 heures, elle peut le donner à son bébé. Au réfrigérateur, il peut se conserver
là, pardon, à température ambiante 4 à 6 heures, et jusqu'à 6 mois dans le congélateur, et parfois 4 à 5 jours dans le réfrigérateur, à condition de le mettre à l'intérieur, pas dans la porte, et au congélateur 12 mois. Leur dire de dater les flacons tirés et de ne jamais décongeler au micro-ondes. Et enfin, une fois qu'on a sorti du lait du congélateur, qu'on l'a réchauffé, qu'on l'a donné au bébé, s'il ne l'a pas terminé, il faut le jeter. C'est des conseils, je suis désolée de certainement mais j'estime que c'est important de les rappeler parce que c'est des moments importants de la consultation que vous allez faire avec la maman pour l'accompagner pendant ces 2 premiers mois vitaux. L'allaitement artificiel, alors le pédiatre a aussi dans la puériculture, ça part dans les conseils sur l'allaitement artificiel. Il faut bien sûr les accompagner sur la stérilisation des biberons, de leur dire d'éviter de chauffer les biberons au micro-ondes parce qu'ils peuvent brûler l'enfant, parce que quand elle va toucher le biberon, mais le lait à l'intérieur est brûlant, il peut faire une brûlure grave au bébé, et qu'un lait reconstitué artificiel, contrairement au lait maternel, subhanallah, ne se conserve pas à température ambiante plus d'1 heure. Hein. Il faut, après 1 heure, il est à température ambiante, 24 heures maximum au réfrigérateur, alors que le lait maternel peut se conserver 4 à 5 jours. Et le reste du biberon doit être toujours jeté. Et expliquer là l'intérêt du premier âge, du deuxième âge, et surtout conseiller les laits de 3e âge poudre et non pas les laits reconstitués qui sont horriblement sucrés. Surtout que nous aurons de la diversification alimentaire à 1 an, 2 ans des aliments. Il ne faut pas qu'ils prennent des laits sucrés parce que ça va dévier leur goût. Alors, toujours, comment accompagner les parents au moment de la diversification? Il faut leur dire qu'il y a des principes clés, 0 sucre, 0 sel, et commencer par une soupe semi-épaisse, puis grumeleuse, puis petits morceaux. Il faut accompagner les parents. Hein. Les parents, ils la soupe au biberon, comme une mousseline, jusqu'à l'âge d'1 an. Hein. Il faut leur dire que non. À 5e mois, on commence la diversification. À 6 mois, la soupe tous les harchas. 7 mois, il doit manger les petits morceaux, les légumes écrasés. C'est important. Et attention au phénomène de mode. Alors, moi, je fais des vidéos, je ne sais pas qui va parler des réseaux sociaux pédiatres, je crois que c'est Chili. Je fais des vidéos de sensibilisation des mamans. Et je m'inspire des erreurs que font les mamans chez moi au cabinet. J'ai des mamans toutes fières de me dire première, deuxième, la troisième, ça. Je me dis, c'est pas possible, je vais faire une vidéo. J'ai fait une vidéo comme quoi c'est un goût sucré. C'est un bon aliment. Mais après que l'enfant a fait les habitudes alimentaires correctes, à l'âge de 2 ans, 3 ans, mais entre 5 mois et 18 mois, 0 sucre. Alors, les dates في الحسوه تمر في الحسوه هاد البارح تقول لي واحد لا مامي ندير له شويه تمر في الحسوه تقول انت كتاكلي الحسوه بالتمر مطحونه معها لا قلت لها علاش غتعطيه انت تمر في الحسوه alors que حنا 0 sucre. D'autres vidéos qui ont fait un trend, quand tu as un bébé qui ne dort pas, donne-lui une cuillère de beurre. Imaginez un bébé de 6 mois, une cuillère de beurre, tu attends le bébé, tu mets le bébé qui a coulé ou qui naisse. J'ai fait une vidéo pour ça. Attention, quand on prend des matières grasses, la digestion de la matière grasse donne une hypersomnie anormale. C'est très mauvais pour la santé des bébés. Ah oui, moi, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, attention, phénomène VOD, vous êtes, vous, le pédiatre, c'est vous qui avez la science, c'est vous qui avez la connaissance. Vous devez accompagner les parents pendant la diversification alimentaire. Alors, l'hygiène. Dans la puériculture, on parle rapidement de l'hygiène, pas dans la formation, mais elle fait partie de la puériculture. Alors l'hygiène, bien sûr, je ne sais pas si vous parlez du bain régulier, un bébé doit avoir des bains réguliers, mais expliquez que la peau du bébé, elle est spéciale, parce qu'elle a un film hydrolipidique mince, qu'il a une qualité fonctionnelle catastrophique, il est cours de maturation. C'est une couche cornée plus fragile, donc pendant les 2 premiers mois. La peau, c'est comme un papier cigarette, tout s'absorbe dans la peau. Et il se dessèche plus rapidement. Et il y a des facteurs aggravants.
Il y a des bébés, quand ils sont nés safe, il y a une chaleur importante, peut avoir des problèmes de peau au niveau du visage, le reste de son corps. Mais surtout pour les dermites de siège, vous en avez certainement souvent, les enfants, les parents, ils mettent la couche et puis ils se donnent la brassière. Donc ils font un phénomène occlusif. Et souvent la brassière, la brassière, ملي كتسدها ديك لا كوش لاصقه مزيان على le siège. Et donc il y a des phénomènes de frottement et d'occlusion. Et dire aux parents quand la brassière تدي لي دي difficultés باش تسديها على la couche, ça veut dire que صغارت عليه. خليها محلوله وخلي la couche libre, mais la couche sans serrer cette couche sur le siège. Ce phénomène d'occlusion est un facteur qui est facteur irritatif qui fait que toutes les crèmes que vous allez donner ne marchent pas souvent. Deuxièmement, leur dire qu'on ne lave pas à savon de Marseille un siège. On ne lave pas au savon de Marseille la peau d'un bébé. C'est très délétère. Les croûtes de lait. Quand vous voyez un enfant, vous l'examinez, vous voyez des croûtes, il ne faut pas passer à côté. Il faut dire aux parents, alors quand l'enfant a des croûtes de lait, ça veut dire qu'on ne le lave pas. Ou bien quand on le lave, non, la peau du bébé, pour éviter l'acné du nouveau-né, pour éviter les dermatoses et les mycoses, pour éviter les problèmes de croûte et de surinfection sur les croûtes. Moi, j'en ai vu des bébés jaunis dans un état catastrophique. Donc, leur expliquer que les croûtes de lait, c'est surtout le cuir chevelu et les sourcils et le front, parce qu'il y a beaucoup de production de sébum chez le nouveau-né. Il y a une bactérie qui peut se proliférer et donner une couleur jaune aux croûtes, c'est une infection. Et ne pas essayer de retirer les croûtes avec le doigt ni avec une brosse, il faut un lavage quotidien. L'irritation du menton. Alors, les parents, tu joues la consultation du deuxième mois, tu dis que ou le troisième mois, tu dis que l'hypersalivation n'est pas synonyme de peau sédentaire. Parce que l'hypersalivation, elle est physiologique. Les glandes salivaires fonctionnent entre 1 et 2 mois. Et c'est normal. La salive, elle se produit, elle devient abondante. Le bébé essaie d'avaler ça. Il joue avec ses mains dans sa bouche. Et c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une peau sédentaire. Il faut accompagner les parents, leur expliquer qu'il faut vraiment bien hydrater avec une crème, le pourtour, là où la salive se dépose et qui irrite la peau. Les dermites de siège, j'en ai parlé, l'occlusion, le frottement, la couche trop étroite, la diarrhée, les lingettes avec des produits irritants et conseiller bien sûr le liniment oléocalcaire qui permet, c'est avec de l'huile d'olive qui permet un soin correct et efficace. Ça, c'est la puériculture. Je vais conclure avec 3 diapos qui pourrait être un sujet de discussion, quoique la conférence n'est pas suivie de discussion. La puériculture, c'est votre moment privilégié pour conseiller les parents, parce que le bébé n'est pas malade, il ne tousse pas, il n'a pas de maladie, il est bien, en bonne santé, et les parents viennent chez vous pour une visite, soit pour un vaccin, soit pour une visite systématique du 10e jour, de 1 mois. Donc, c'est un moment privilégié de conseiller les parents, l'allaitement, comment elle donne le sein, comment elle essuie ses seins, le rot, la couche, le soin, l'hygiène, tout ça, c'est le moment privilégié. Il ne faut pas rater ce moment. Et c'est un moment que les parents ne vont pas oublier. Ça permettra de mettre en place une relation de confiance entre ces parents, jeunes parents parfois ils ont 3-4 enfants, mais le dernier, les enfants kbro, ils ont eu le dernier, ou bien c'est ces parents qui sont bien informés, il faut les accompagner. Pour les accompagner, il faut être vous-même bien informé. Pour l'occlusion, pour le soin du mamelon, tout ça, il faut que c'est des choses que vous connaissez bien, que vous savez bien transmettre et bien expliquer. Il faut observer les parents, il faut voir le non-dit et le dit, il faut voir quand le couple est devant vous, comment le papa parle, comment la maman parle, comment le papa s'adresse à la maman et comment ils sont ensemble autour du bébé. Il y a parfois des papas qui sont de vrais papas poules et une maman qui est effacée, qui n'a aucun mot, qui ne dit rien. Et c'est cette personne à qui vous devez vous adresser.
Les parents ont besoin d'un pédiatre qui, un, les écoute, les rassure et les accompagne. Parce que passer du temps de qualité avec l'enfant va renforcer les liens familiaux et cette qualité vient des conseils que vous allez leur donner. Les nouvelles approches qui sont en ce moment, des outils qui sont à portée de main, il faut savoir que les enfants sont souvent avec leurs grands-parents et donc le pédiatre n'a plus face uniquement à conseiller les parents, mais aussi aux grands-parents qui sont souvent partie prenante de la santé et le bien-être de l'enfant. Il faut savoir que le pédiatre va avoir de plus en plus besoin d'utiliser les nouvelles technologies, les consultations en ligne. Je ne sais pas, la génération des résidents dans 5-10 ans, les résidents, comment ils vont exercer leur pédiatrie. Maintenant, il y a de plus en plus d'applications mobiles pour l'interprétation des cris des bébés, pour l'application sur les petits bobos de bébés. On rentre et on s'informe. On n'a plus besoin du pédiatre. On vient chez le pédiatre que lorsqu'on a déjà fait des conseils, qu'on a entendus et qu'on a vu dans l'application et que ça ne marche pas, il faut le pédiatre. Les réseaux sociaux sont là, ils diffusent des messages qui ne sont pas souvent, je dirais moi, qui sont souvent faux et qui doivent être mis en place, et qui doivent être revisités, rediscutés. C'est pour ça que moi, personnellement, je commençais à faire ces vidéos, parce que je trouvais que nous, les pédiatres, on n'est pas assez sur les réseaux sociaux. J'ai un reproche à vous faire. Et il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, nous, les pédiatres. Et j'ai vu 2 pédiatres, elles sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. Elles conseillent. Il faut que nos conseils, les pédiatres, ils connaissent ensemble le conseil de ces influenceuses ou influenceurs qui disent n'importe quoi. L'IA, je crois que c'est Moursali va en parler. L'IA, elle va commencer à prendre place, et surtout les 3 premiers mois de vie. Et je me pose la question, qu'est-ce que je deviendrai si l'IA prend de plus en plus de place? Parce qu'en fait, la présence humaine ne sera jamais remplacée. Et récemment, j'ai vu des reportages sur de nouvelles crèches. À votre avis, dans ces crèches, c'est quoi ces enfants qui sont à la crèche? C'est des poupées. Il y a des couples qui adoptent des poupées. Alors, il y a des couples qui adoptent des chats, des chiens. D'abord, il y a des couples, il y a des mères, des hommes qui adoptent des bébés sous forme de poupées qu'ils inscrivent à la crèche, où il y a des crèches spécialisées pour ces poupées. Des vidéos pour la maman. Tu vois, elle mange. Tu vois, elle est toute contente. La folie humaine, je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Mais je pense que nous encore, on a beaucoup de travail dans notre pays à avoir encore des parents, de vrais parents et de vrais bébés. Et j'espère qu'on pourra les aider à mieux grandir, à se développer de manière saine et heureuse. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Omlil, pour cette belle présentation. Vous avez touché des éléments qui nous paraissent simples. Je me rappelle quand on était jeune, Madame Moine, elle est là, donc quand on préparait les concours, la périculture, il occupait une grande place. Et donc votre conférence était intitulée « Repenser notre rôle de l'accompagnement parental ». Et une réflexion qui vient, il faut repenser notre rôle dans l'encadrement et la formation. La formation, comme je l'ai dit à Madame Haj Khalifa, on n'en parle pas beaucoup. On parle des pathologies, mais des choses simples. Or, le pédiatre a une place très importante dans l'accompagnement parental parce que maintenant, le foyer, bien la famille est réduite à un couple jeune. Donc, il y a tout un rôle à ce pédiatre. Et en regardant un petit peu les titres de ces conférences, il y a un fil conducteur qui se dégage. J'ai voilà. Parlé de 2 éléments, comme j'ai vu qu'il y avait 2 conférences. Tout à fait. Donc, tout à fait, il y a un enchaînement. Donc, le pédiatre s'intéresse à des choses simples qui ont leur importance. Et de là, donc, par la suite, il y a l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez dit, le chat GPT, tout le monde le consulte, etc. Il faut savoir l'utiliser. Donc, nous avons la 2e conférence de notre ami professeur Mustafa Mkhtari. Et puis, les réseaux sociaux. Donc, nous avons parmi nous donc,
quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, il écrit beaucoup ces derniers temps, donc des posts, donc peut-être elle va en parler. Le médecin et les réseaux sociaux. Donc le pédiatre, il est appelé à être simple, à voir des choses basiques. Il doit s'intéresser à tout ce qui est nouveau, l'intelligence artificielle et puis les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est des conférences qui sont chères. Oui, merci beaucoup. Je donne juste un commentaire pour Madame Hachkhabi. Dites-moi, quand j'ai fait la conférence sur la neurotoxicité, j'avais bien dit qu'on ne doit pas donner du miel à un enfant de moins d'1 an. Et comme tu as parlé de quelque chose d'autre à donner ou à ne pas donner, c'est ça. Le miel, on ne le donne pas, on cherche. On a cherché plusieurs fois, on dit parce qu'il donne le botulisme chez le nourrisson. Voilà. Donc ça, on a des enfants, dès qu'ils commencent à tousser, la voisine est là, la grand-mère là, tout le monde est là. Voilà. Et donc là, il faut au fait qu'on ne doit pas donner moins d'un nourrisson, moins d'1 an, pas de miel. Voilà. Merci beaucoup, Madame Omlil. Donc,